Yael Vias-Gwirsman est née en Israël en 1978. Elle a fait ses études de droit à l'université de Strasbourg, où elle s'est spécialisée en droit pénal international. Aujourd'hui, elle représente les familles de 53 citoyens israéliens victimes de l'attaque du Hamas du 7 octobre. Son but, faire connaître au monde entier l'ampleur du sadisme et de la barbarie du Hamas à l'égard des femmes et de leur rendre justice. Maître Yael Vias-Gwirsman, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Cathy, merci à vous de cette invitation. Pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, existe-t-il aujourd'hui des preuves des violences sexuelles contre les femmes lors des événements du 7 octobre 2023 ? Oui, absolument. Nous avons le témoignage de plusieurs survivantes se trouvant dans plusieurs localités. Donc cette attaque du 7 octobre, il faut le savoir, personnellement en tant que juriste de droit international pénal, cette attaque, je la traite comme une seule attaque délibérée, systématique, etc., qui est arrivée dans 22 endroits différents de manière simultanée, donc 22 villages et 2 villes, puis le festival de Nova. Et personnellement, je représente dans 7 localités différentes de ce matin du 7 octobre, et nous voyons dans plusieurs endroits, en même moment, des actes de différentes natures, y compris des crimes à caractère sexuel ou à base du genre. Ça veut dire quoi exactement des crimes à caractère sexuel ? Les crimes à caractère sexuel sont déjà les actes auxquels nous pensons tous quand nous pensons à ces genres de crimes. Donc bien sûr le viol. Le viol est défini dans différents codes pénals, dans différentes démocraties aujourd'hui dans le monde. Qu'est-ce qui distingue le viol d'autres crimes à caractère sexuel? C'est un acte de pénétration. Ça, c'est le viol. Bien sûr, sans consentement, un acte suivi de violence, etc. Mais dans le cadre d'un conflit armé ou d'une attaque systématique ou généralisée contre une population civile, les actes à caractère sexuel ou à base du genre peuvent être le viol, mais ne sont pas limités au viol. Ils peuvent être aussi, par exemple, la nudité forcée, la mutilation ou la violence contre des organes reconnus universellement, disons, comme des organes soit du genre, soit des organes sexuels. Ce sont des actes qui ont été commis dans l'objectif d'humilier, dans l'objectif de torturer. La plupart des victimes que nous connaissons ont été tuées, mais disons que les victimes vivantes et directes ça va prendre encore le temps jusqu'à qu'elles parlent. Par contre, nous avons des survivants qui attestent, des survivants de différentes localités que je nommerai pas, qui témoignent du fait qu'ils étaient témoins à des actes de ce caractère-là. Comment les preuves sont-elles collectées ? Une preuve peut consister de plusieurs choses. Nous avons deux systèmes principaux en droit pénal. Donc, c'est le système latin, disons continental, comme la France, l'Italie, etc., où presque toute preuve acquise, disons sans violence, de manière volontaire et qui reflète la réalité, disons, peut être admissible, mais après, chaque preuve aura un poids différent. De l'autre côté, nous avons des systèmes de common law comme l'Israël, les États-Unis, la Grande-Bretagne, dans lesquels seulement certaines preuves sont admissibles. Puis, il y a le principe de chaîne de la preuve, c'est-à-dire que afin qu'une preuve soit vraiment admissible et qu'elle pourra être utile, nous avons besoin de cette chaîne du lieu de la commission des crimes à partir de la cour. Donc, quelle personne a été en possession de cette pièce-là? Où est-ce qu'elle a été, préservée, etc. Afin de préserver l'intégrité de la preuve, l'intégrité de la procédure et dans des deux systèmes, de la découverte de la réalité. Devant la Cour pénale internationale, donc devant laquelle j'agis également pour les victimes que je représente, c'est une procédure qui s'appelle une procédure sui generis, donc une procédure qui est un peu un mélange des deux systèmes.
Ça peut être différentes preuves, les preuves digitales par exemple, qui ont été disséminées le 7 octobre par les auteurs des crimes. Nous avons des preuves digitales, nous avons des preuves directes de témoignages des survivants, et nous avons aussi toutes les preuves qui sont prélevées dans chaque dossier criminel en Israël et dans chacun des pays, et surtout si nous avons des crimes commis à cette envergure-là de crimes internationaux. Pourquoi aucune organisation de femmes dans le monde n'a-t-elle condamné le viol brutal, les abus inimaginables infligés aux femmes le 7 octobre, immédiatement après que ces atrocités n'aient été commises? Nous avons certaines associations civiles qui, elles, se sont montrées présentes dès les premières heures. Et nous avons malheureusement certaines organisations internationales dont le mandat est la préservation des droits des femmes partout dans le monde qui se sont tues malgré des communications directes qui leur ont été faites, malgré ce que chacun a su et a vu, c'est-à-dire les citoyens du monde ont vu de leurs propres yeux de cette violence extrême, etc. Et nous avons eu ce silence. Après, par la suite, ce silence, disons, assourdissant, comme certaines de mes amies l'ont appelé de manière très juste, a été suivi d'une action civile très forte ici, qui a commencé ici du terrain. Différentes associations, différentes professionnels des droits de la femme, des droits des femmes de manière locale ou internationale depuis de longues années, qui ont été déçus et qui ont vraiment pris ça comme une insulte personnelle et professionnelle. Ces cris ont fini par donner des résultats. Je pense que ça a pris après 61 jours, si je ne me trompe pas, peut-être un peu moins, mais en tout cas trop longtemps. Un appel sans équivoque du secrétaire général de l'ONU pour condamner chaque violence à caractère sexuel ou à base du genre commis ou qui aurait été commis le 7 octobre en Israël par le Hamas et ses co-auteurs, et aussi un appel à une enquête indépendante. Cet appel a été suivi par aussi UN Women, que nous attendions depuis très très longtemps, qui ont lancé enfin un appel très clair pour condamnant des actes et appelant à une enquête, etc. Est-ce que ce silence peut être décrit comme une sorte de complicité avec le Hamas et est-ce qu'il peut être compris comme l'expression d'un antisémitisme voilé, comme si les viols et les abus sexuels sur des femmes juives n'étaient pas équivalents à ceux d'autres victimes? Il faut faire, je pense, la distinction entre les associations qui se sont tues alors que c'est leur mandat express d'agir. Ça, c'est une faute grave. Et oui, quand on a un mandat d'agir et qu'on n'agit pas, oui, on se porte complice à des crimes. Le silence est une complicité. Je suis persuadée que les actes absolus, de manière objective et analytique, qui ont été commis le 7 octobre, on n'a pas eu la réaction qu'on a dû avoir de ces organisations-là parce que elles regardent ces crimes, ces atrocités dans un contexte. Chaque génocide, chaque crime contre l'humanité, chaque crime de guerre est commis dans un contexte. C'est jamais commis dans un vide. Je ne sais pas si c'est de l'antisémitisme, peut-être, mais je suis persuadée que cette conviction, un agenda politique, une conviction qui a à voir avec le conflit, contre l'occupation, contre des choses comme ça, une partie prise en fait dans le conflit intergénérationnel entre l'Israël et la Palestine, les Israéliens et les Palestiniens, a heurté le jugement qui doit être objectif par ces mandataires de ce mandat universaliste qui n'a pas été administré le 7 octobre. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites pour inscrire cette question à l'ordre du jour sur le plan international? Personnellement, je suis une professionnelle de la justice ou du juridique. Le droit, c'est mon arme. Et je crois aussi, j'ai confiance dans le droit, dans des États de droit et aussi selon la justice internationale, notamment administrée par la Cour pénale internationale, au nom de valeurs universelles et justement au nom de la conscience humaine. Hein. Ça, c'est écrit dans le préambule de la Cour pénale internationale. Je crois à la force du droit, je crois à la force de l'enquête pénale menée
contre et pour, afin d'avoir la découverte de la vérité, parce que la vérité, c'est ça qui va le plus aider, à mon avis, les victimes directes et les victimes indirectes. Euh, et c'est par la voie de la justice, par une vérité qui est écrite par le droit par les juges de manière autoritaire, que nous pouvons assurer que l'histoire ne sera pas réécrite dans 100 ans, ni dans 1000 ans. Nous aurons justement la justice qui parle et je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir afin d'amener à la découverte de la vérité et de l'inscrire pour l'éternité. Et je suis convaincue que cette action-là de justice va servir des objectifs éducatifs. Quand nous avons une génération Twitter qui apprend l'histoire par TikTok, donc cette génération-là, de génération Z, les campus universitaires, tout ça, moi je crois dans la force de la justice, la vérité juridique qui va aussi porter ses fruits. Donc c'est éducatif, historique aussi, et surtout pour la reconnaissance de victimes directes. Je pense qu'une fois cette vérité établie de manière ayant une autorité et une légitimité, ça sera beaucoup plus facile de distinguer entre les voies justes, les voies légitimes et les voies qui sont non légitimes, simplement. Même pas dans le cadre de la liberté d'expression, c'est-à-dire les voies négationnistes. Maître Yaël Wias-Gwirsman, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup à vous, Cathy. Bonne soirée.